Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ligne. J'ai déjà vu, je leur dis bonjour. Bienvenue à notre première série de conférences Québec Océan. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Charles-Édouard Deschamps, qui est stagiaire postdoctorat. Charles-Édouard est passionné par la géochimie des isotopes stables et les processus sédimentaires. Il est titulaire d'une licence et d'un master en océanographie de l'Université de Bordeaux 1. Et il a réalisé son doctorat à l'ISMER sous la supervision de Jean-Carlos Montero Serrano et de Guillaume Santon. Et il a étudié la dynamique sédimentaire le long des marges de la mer de Beaufort et des Tchouks depuis la dernière déglaciation. Donc actuellement, il est postdoc avec Thomas Buffin-Bélanger et Gwenaël Chailloux, et il poursuit ses recherches sur la géochimie des eaux souterraines et la dynamique sédimentaire de la rivière Kamouraska dans le cadre du programme d'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines. Donc sans plus attendre, je te laisse la parole, Charles-Édouard. Bonjour à tous, comme vient de le faire Astrid, me présenter, je m'appelle Charles-Édouard, je suis en postdoc actuellement avec Gwenaël Chailloux à l'ISMER et aussi avec Thomas Buffin-Bélanger au département de géographie à l'UQAR, mais aussi je travaille avec plein d'autres personnes, donc vous pouvez voir la liste ici, et qui sont présents ce matin. Je travaille, mon postdoc a lieu dans le cadre du projet PACES, donc projet d'acquisition des connaissances sur les eaux souterraines. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une partie de mon postdoctorat qui va être sur comment la géologie quaternaire peut-elle impacter la qualité actuelle des aquifères côtiers. Donc, tout le monde ici n'est pas forcément familier avec l'hydrogéologie et les eaux souterraines. Donc, je vais commencer par des petits rappels basiques. Donc, les eaux souterraines, comme les eaux de surface, s'écoulent le long d'un bassin versant et qui suit un gradient. Donc, les eaux vont s'écouler du point le plus haut vers le point le plus bas. Et donc, les aquifères, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas un gros trou dans le sol avec plein d'eau dedans. Les eaux s'écoulent en fait à travers soit les grains, soit à travers les fractures de la roche. Donc, on va avoir différents types d'aquifères. Donc, les aquifères granulaires, donc l'eau va s'infiltrer dans le sol, et les aquifères granulaires, où l'eau va s'écouler à travers les interstices et les pores des grains. On peut aussi avoir des aquifères au roc, donc la roche solide, et l'eau va s'écouler à travers les fractures de la roche. Et entre ces différents aquifères, on peut retrouver des couches qui sont imperméables, que l'on va appeler des aquitaires, qui vont être principalement formées par des argiles. Donc, une notion aussi à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle le confinement des aquifères. Il existe 3 types de confinement. Donc, par exemple, dans l'exemple ici, on va avoir un aquifère granulaire qui va être non confiné, c'est-à-dire qui va être en contact direct avec l'atmosphère. Donc, l'eau va pouvoir directement s'infiltrer dedans. À l'inverse, on peut avoir un aquifère qui va être dit confiné, c'est-à-dire qu'il est recouvert d'un aquitard et il n'y aura pas d'infiltration directe des eaux verticalement. Il peut y avoir un écoulement latéral. Et on a un peu l'intermédiaire qui va être un aquifère qui va être semi-confiné, donc à la fois recouvert par une zone confinée et une zone non confinée. Et au cours du transport des eaux souterraines, on va avoir différents processus qui vont rentrer en compte. Donc, ces eaux vont s'infiltrer et s'écouler dans la roche. Et il va y avoir des processus qui vont rentrer en compte dans chimique au contact de la roche. Donc, on va avoir dans un premier temps une dissolution des carbonates ou des roches riches en calcium qui sont les plus solubles. Et ensuite, on va voir un vieillissement des eaux. Donc, les eaux, plus elles vont s'écouler, plus elles vont vieillir et elles vont changer en termes de chimie. Et ça rentre par des processus d'échange cationique entre le calcium et le sodium. Donc, les eaux vont devenir beaucoup plus riches en sodium et s'appauvrir en calcium. C'est ce qu'on appelle la minéralisation des eaux. On va avoir aussi un changement du pH, donc les eaux deviennent acides à basiques. Donc, ce sont différents processus qui rentrent en compte lors de la minéralisation des eaux souterraines. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, l'eau souterraine est la ressource en eau potable la plus sollicitée. Elle permet d'approvisionner près de 90% du territoire habité et d'alimenter près de 20% de la population. Sauf que la qualité et la potabilité des eaux souterraines est mal connue au Québec, ou était mal connue au Québec.
Et elles sont sujettes notamment à différents impacts ou pressions qui sont anthropiques et naturels. Donc, en ce qui concerne les impacts anthropiques, on peut avoir l'agriculture, notamment avec les rejets de pesticides dans les eaux souterraines, donc les nitrates, les nitrites, les bactéries. On peut avoir des rejets d'eau usée, on peut aussi avoir des déversements chimiques comme des pétroles, des choses comme ça. Et on peut aussi avoir la surexploitation des aquifères qui ne joue pas nous, un rôle sur la qualité chimique des souterraines, mais la quantité d'eau disponible pour la population. Ce qu'on peut avoir aussi comme impact qui est à la fois anthropique et naturel, notamment sur les aquifères côtiers, c'est la salinisation des aquifères. Donc, ce qui peut avoir comme impact anthropique, c'est notamment le déversement de sel de route pour le déglaçage qui peuvent infiltrer dans les aquifères côtiers et entraîner une salinisation des aquifères. Ce qu'on peut avoir aussi, c'est une surexploitation de l'aquifère qui va créer un gradient en fait, où on a des eaux, une quantité d'eau disponible moindre par rapport à ce qu'on peut retrouver sur la côte. Et donc, on va avoir une intrusion de la langue d'eau salée vers les aquifères d'eau douce. Et donc, créer une contamination. Et un autre effet qu'il peut avoir au niveau de la sélection des aquifères côtiers, c'est la montée du niveau marin qui va entraîner une propagation plus loin dans les terres de la langue d'eau salée et venir contaminer les aquifères. Donc, ces contaminations naturelles ou anthropiques peuvent avoir différents impacts, à la fois sur le côté esthétisme de l'eau, donc c'est ce que l'on voit, donc est-ce que l'eau est transparente, est-ce qu'elle est marron, riche en particules, ou sur la potabilité de l'eau potable, notamment avec des contaminations comme à l'arsenic ou aux fluorures qui ont des effets dommageables sur la santé humaine. Donc, comme on a très peu de connaissances, on avait très peu de connaissances sur les eaux souterraines, c'est pour ça qu'en 2008, le gouvernement provincial a lancé un programme de recherche, donc le PACES, donc projet d'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines, pour mieux connaître la connaissance actuelle des eaux souterraines. Donc, ces projets visent à dresser un portrait réaliste et concret des ressources en eau souterraine des territoires municipalisés du Québec méridional, dans le but de les protéger et d'assurer la pérennité. Et c'est pour ça qu'en 2018 a été lancé le projet PACES-KRT pour les régions de Kamouraska, Rivière-du-Loup et Témiscouata, qui sont situées dans la partie sud du Bas-Saint-Laurent. Vous pouvez voir sur la carte. Donc, moi, c'est sur quoi je travaille, donc le PACES-KRT. Et dans la région de Kamouraska, Rivière-du-Loup et Témiscouata, la qualité souterraine d'une importance critique où à peu près 50% des 75 000 habitants dépendent de la ressource en eau souterraine, donc 31% pour les puits municipaux et 14% pour les puits privés. Sauf que cette région est située dans un contexte géologique un peu particulier qui est à la fois pris entre les Appalaches au sud, l'estuaire du Saint-Laurent au nord et des dépôts quaternaires meubles qui sont issus de la mer de Godwez. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter comment la géologie quaternaire peut-elle impacter la qualité actuelle des aquifères côtiers. Donc, je vais vous présenter une partie de mes résultats de postdoc et pas juste une petite partie aujourd'hui. Donc, voici la carte géologique du roc dans la zone d'étude qui est ici. Donc, c'est principalement du roc qui est issu des dépôts marins et qui ont été plissés et métamorphosés au cours des orogénèses taconiennes et acadiennes, au cours du Dévonien et de l'Ordovicien. Et ce sont des roches principalement formées par des argiles marines qui sont plissées et qui donnent des schistes, mais aussi par des roches carbonatées telles que de la calcite ou de la dolomite. Donc, c'est une zone qui est fortement plissée avec des failles d'orientation sud-ouest-nord-est. Ça, c'est ce qu'il y a au roc. Donc, c'est vraiment la géologie du roc. Pour ce qui est de l'histoire quaternaire plus récente, au cours du dernier maximum glaciaire, il y a 18 000 ans, la zone d'étude était recouverte par l'Eventis laurentidien. Et au cours de la dernière déglaciation, on a le retrait et le recul des glaciers qui vont former ce qu'on appelle la mer de Godwez, qui se situe ici à partir de 14-13 000 ans, qui a entraîné une hausse du niveau marin qui est de plus 170 mètres localement par rapport au niveau actuel des océans. Et donc, c'est ce retrait de la calotte glaciaire et l'invasion de la mer de Godwez dans la zone d'étude qui forment les dépôts meubles que l'on retrouve actuellement dans la zone d'étude. Donc, voici la carte géologique des dépôts superficiels quaternaires. Donc, on peut voir qu'il y a globalement 3 couleurs qui prédominent dans la zone d'étude. Donc, on a le bleu ici,
que l'on retrouve et qui correspond aux argiles qui sont déposées par la mer de côte ouest, qui se trouve en dessous de la limite en rouge de l'extension maximale de la mer de côte ouest. Et dans la partie nord, proche de l'estuaire du Saint-Laurent. Et au sud, nous avons principalement le Rose, donc qui est directement le roc apparent. Et en vert, on a les dépôts de till. Donc les till, ce sont des dépôts issus de l'érosion des glaciers, donc principalement du sable. Donc ce sont vraiment des dépôts sédimentaires fins. Donc voici le contexte. Donc ce que ça donne, c'est que si on regarde une coupe stratigraphique, donc ici c'est de Kakuna jusque plus loin dans le sud au niveau des Appalaches, donc au niveau de Rivière-du-Loup, ceux qui savent ce que c'est, on a le Saint-Laurent qui se situe ici et les Appalaches en arrière en fonction de l'altitude. Et donc on voit les dépôts meubles au niveau des sillons appalachiens. Donc, ce qu'on va retrouver principalement, c'est plus au nord, proche du Saint-Laurent, c'est vraiment en bleu-gris, les argiles de la mer de côte ouest qui peuvent atteindre une épaisseur jusqu'à 100 mètres. Et à l'inverse, dans la partie sud, on va retrouver les dépôts de till qui ont une épaisseur comprise entre 2 et 5 mètres. Donc, vraiment des dépôts quaternaires vraiment très différents entre le nord, proche du Saint-Laurent, et le sud, au niveau des Appalaches. Et de ce fait, on a vraiment une séparation en termes de contexte hydrogéologique avec un confinement des aquifères au niveau de la partie nord à cause des argiles. Donc, on va avoir un gros aquitard et une zone non confinée à semi-confinée dans le sud avec justement des dépôts meubles qui permettent l'intrusion d'eau. Donc, en 2019, il y a 167 échantillons qui ont été prélevés dans des puits privés. Donc, au roc, qui représente 90% des échantillons, et des dépôts des puits de surface. Donc, les puits au roc, c'est des puits très profonds, des puits artésiens. Et les puits de surface, ce sont des puits peu profonds, comme son nom l'indique. En termes de répartition spatiale, les échantillons ont été tentés d'être répartis au maximum pour représenter toute la zone d'étude. Donc, au nord, on a ici la ligne noire, la ligne de partage des eaux, avec un écoulement qui va s'effectuer des souterraines vers le Saint-Laurent, et au sud, un écoulement qui va se faire vers les États-Unis. Donc, on a une très forte répartition spatiale entre le nord et le sud de nos points d'échantillonnage. Cependant, on peut voir qu'il y a des zones où on n'a absolument pas de données. Donc, par exemple, ici. Et c'est dû au fait que, comme on échantillonnait dans des puits privés, ces zones-là sont des territoires non habités. Non occupé, pardon, c'est à nous. Et de ce fait, on n'a pas pu échantillonner vu qu'il n'y a personne qui habite là-bas. Donc, sur ces échantillons, il y a différentes analyses qui ont été effectuées, notamment analyse du pH, tout la lésion, donc les majeurs, les mineurs, des éléments traces qui incluent la quantité totale, calcium, magnésium, potassium, sodium, les sulfates, chlore, fluorure, barium, manganèse et strontium. Donc, les TDS, Total Dissolved Solid, qui représentent la charge en solide présent dans l'eau. On a fait aussi les mesures stables des isotopes de l'eau, donc delta O18 et delta deutérium. Mesure du carbone inorganique dissous, du delta C13, du décès, et de l'activité du radon que vous allez voir à un moment sur un graphique, mais dont je ne vais pas parler durant cette présentation vraiment. Donc, on a ensuite utilisé les isotopes de l'eau pour déterminer l'origine des eaux souterraines. Donc, les eaux ont une signature spécifique en delta O18 et delta deutérium. Et pour ce fait, on a aussi récolté des échantillons dans des pluviomètres, donc de pluie et aussi de neige, pour caractériser l'origine des eaux souterraines entre le mélange eau de pluie et eau de fonte de la neige. Ce qui nous a permis de créer une droite météoritique locale, donc en rouge, échantillons de pluie, et en bleu, échantillons de neige. Et on peut voir que l'ensemble de nos échantillons ont une signature qui est alignée sur ces droites météoritiques, ce qui fait que ça a vraiment un mélange entre les eaux de pluie et les eaux de fonte. Et on peut voir qu'ils sont situés plus proches du pôle pluie, donc c'est vraiment la recharge en eau souterraine est principalement liée aux pluies plutôt qu'à la fonte des neiges. On peut voir aussi que si nos points étaient éloignés de cette courbe-là, on aurait d'autres processus qui entreraient en compte, comme l'évaporation, la dilution par d'autres sources, ou directement de l'infiltration d'eau de mer, qui est une signature isotopique très différente.
Donc, voici le diagramme de Piper, qui est un diagramme assez connu en hydrogéologie, qui permet de caractériser le type d'eau. Donc, c'est un diagramme qui prend en compte les majeurs uniquement, tels que les sulfates, le chlore, calcium, magnésium, le chlore et les ions carbonate et bicarbonate, ce qui nous permet de définir un type d'eau. Donc, dans la zone d'étude, on a retrouvé 5 types d'eau. Donc, du moins minéralisé, on a les eaux riches en calcium. Ensuite, on a les eaux qui correspondent à un mix de cations, donc Ca, Mg, sodium, riche en sodium aussi. Ensuite, on a les eaux sodiques qui sont présentes. Et après, dans les eaux les plus minéralisées, on a les eaux salines, donc en Na et Cl, et des eaux aussi calciques et chlorées. Donc, en termes de distribution spatiale des échantillons et des faciès d'eau, on va retrouver principalement les eaux jeunes, donc en Ca, qui sont les eaux de recharge, principalement au sud de la zone d'étude et un peu au nord, au niveau de la mer des argiles de la mer de Goldthwaite. Et on va retrouver à l'inverse les eaux les plus minéralisées, donc les points verts, donc les eaux sodiques, plus proches de l'estuaire du Saint-Laurent. Par contre, ce qu'on constate aussi, c'est la présence des eaux salines qu'on va retrouver principalement au niveau du bord de mer, ici, et un échantillon qui, lui, bizarrement, se trouve en plein milieu de la Terre. Donc, quelle est l'origine de ces eaux salées? Donc, pour ça, on utilisait le ratio entre le brome et le chlore, qui sont des éléments conservatifs. Et il se trouve que le ratio du brome sur le chlore est de 0,036 pour l'eau de mer. Et on constate que nos échantillons qui sont situés proches du Saint-Laurent ont un ratio qui est identique à l'eau de mer, à l'exception de notre échantillon qui est, lui, perdu dans les terres, qui a un ratio complètement différent. Et donc pour celui-ci, on pense que celui dans les terres, c'est plus une contamination locale, probablement liée au dépôt de sel lors de la fonte de la neige qu'on dépose sur les routes. Et pour les autres échantillons, on pense que c'est vraiment une signature de l'eau de mer, comme le ratio le montre. Cependant, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est qu'en termes de signature isotopique de l'eau, de nos échantillons, on a vraiment une signature qui est liée à l'eau de fonte et pas du tout une signature qui est liée à l'eau de mer. Donc, on a des résultats qui se contredisent un peu. En fait, pour ça, l'explication qui est évoquée dans la littérature, c'est que comme nos échantillons sont situés sous les argiles marines de la mer de Goldthwaite, on a un effet des reliquats de sel lors de l'évaporation. Une fois que le retrait de la mer de Goldthwaite s'est fait, on a des petits lacs qui sont installés et ces eaux se sont évaporées. Donc, on a un dépôt de sel qui s'est fait au niveau des argiles marines. Et lors de l'infiltration et de l'écoulement des eaux souterraines au niveau des argiles marines, on a une redissolution de ces sels dans les eaux souterraines, ce qui entraîne une salinisation des eaux. Ensuite, pour mieux caractériser nos eaux souterraines, on a réalisé une HCA, donc Hierarchical Cluster Analysis. Et au contraire du diagramme de Piper qui s'intéresse uniquement aux ions majeurs, la HCA nous permet de mieux caractériser les souterraines en incluant les mineurs, donc pour mieux distinguer les groupes. Avec la HCA, on a défini 5 clusters. Donc pareil, du plus minéralisé, donc des eaux en sodium, des eaux CaCl, des eaux à un mix cation HCO3. Et par contre, contrairement au diagramme de Piper, on a réussi à distinguer un sous-cluster qu'on ne voyait pas avant, qui étaient les eaux CaSO4, donc des eaux riches en calcium et en sulfate, et puis les eaux CaCO3 qui sont nos eaux de recharge. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'avec le tableau des données qui représentent la composition chimique majeure, mineure et des isotopes pour ces différents clusters, on peut voir que du moins minéralisé au plus minéralisé, on a une diminution du calcium et à l'inverse, une augmentation du sodium, une augmentation du pH et une augmentation des TS, donc ce qui est vraiment un signe de minéralisation des eaux souterraines. En ce qui concerne la répartition spatiale des clusters, ça va être un peu similaire à ce que je vous ai dit précédemment parce que mes clusters ressemblent beaucoup à mes faciès finalement, mis à part le CaSO4 de moins que je vous ai parlé précédemment. Donc, on va principalement retrouver nos eaux jeunes, donc nos eaux de recharge,
dans la partie sud de la zone d'étude, donc au sud de la limite de Goldwet, de l'extension maximale de la mer de Goldwet, ici en rouge. Et nos eaux les plus minéralisées vont se retrouver sous les argiles marines. Mais par contre, si on regarde au niveau des argiles marines, on a une très forte diversité de clusters. Donc, on a les eaux les plus minéralisées, donc les eaux sodiques. On va retrouver des eaux avec un mix cation. On va aussi retrouver des eaux de recharge qui vont se situer juste à côté, pourtant, des eaux qui sont extrêmement minéralisées. On va aussi retrouver des eaux en CaSO4 dans la zone d'étude. Donc, contrairement à la partie sud, on a vraiment une dominance des eaux de recharge. Dans la partie sous la mer de Goldwet, on a une très, très forte diversité des types de clusters et qui sont vraiment situés les uns à côté des autres. Donc, pour mieux comprendre les processus de minéralisation, j'ai réalisé une RDA, donc une analyse de redondance, en utilisant comme variable naturelle la composition chimique en majeur et en mineur des eaux souterraines, et en variable explicative mes isotopes. Ici, les deux axes de ma RDA expliquent 90% de la variance. Donc, cette RDA nous permet, en plus de la HCA, de mieux identifier les processus. Et ce que l'on peut voir, c'est qu'avec l'RDA, on a une distinction entre nos échantillons qui sont situés au nord, donc ça va être les petits cercles ici, et les échantillons qui sont situés au sud de la ligne de partage des eaux, qui est située ici, qui sont au niveau des carrés. Donc, on voit très bien ici qu'au sud de la ligne de partage des eaux, c'est vraiment des eaux jeunes, donc les points rouges, les eaux jeunes, donc le CaHO3 qui domine. Et à l'inverse, dans la partie nord de la ligne de partage des eaux, donc en dessous des argiles marines, c'est vraiment une dominance des eaux les plus minéralisées qu'on va retrouver, donc les points verts. Donc, on peut voir que les échantillons des eaux les plus jeunes sont davantage caractérisés par donc le cluster 5 qui est principalement caractérisé par du calcium, du magnésium, du strontium, un d'état-stress du DIC plus élevé. Et à l'inverse, les eaux les plus minéralisées vont se caractériser par la présence de sodium, de chlore, de barium, de potassium et de fluorure. Et on peut voir que globalement, pour chacune des zones, on a un processus de minéralisation. Donc, les eaux les plus jeunes pour chacune des zones sont situées en bas et on a une minéralisation qui tend vers le haut de la RDA. Donc, pour essayer de comprendre l'évolution des eaux souterraines, j'ai d'abord réalisé un diagramme de Gibbs, qui est aussi un diagramme assez connu en hydrogéologie, qui permet de caractériser les processus qui ont lieu dans les eaux souterraines. Donc, les processus d'altération entre l'eau et la roche, l'évaporation et la précipitation. Donc, on peut voir ici que l'ensemble de nos points tombent dans la zone d'altération entre les eaux et la roche. Donc, ça veut dire que le processus dominant ici, au niveau de la minéralisation et la transformation chimique des eaux souterraines, est lié à l'altération entre la roche et les eaux. Donc, on peut voir notamment qu'on a les clusters des eaux les moins minéralisées qui sont situés à gauche, donc plus riches en calcium et qui s'enrichissent en sodium en allant vers la droite du graphique. Donc, ce que ça nous montre, c'est que le principal processus de minéralisation est l'échange cationique entre le calcium et le sodium. Donc, on a d'abord des cations qui vont précipiter, puis au fur et à mesure de la minéralisation, on a un remplacement des ions de calcium qui vont précipiter lorsqu'ils vont arriver à sursaturation, et donc un enrichissement en sodium. Et donc là, c'est un diagramme qui représente le DIC, donc le carbone inorganique dissous, versus le δC13 du DIC, qui va nous permettre de caractériser l'origine du DIC. Ce que l'on peut voir, c'est que ce sont les échantillons carrés, donc qui sont situés au sud de la ligne de partage des eaux, et vont avoir un δC13 du DIC plus élevé, qui correspond à une signature des carbonates. À l'inverse, les échantillons qui sont situés dans la partie nord de la ligne de partage des eaux, donc proche des argiles marines de la mer de Goldwet, vont avoir une signature en DIC qui vont davantage correspondre à la respiration ou à la minéralisation de la matière organique. Donc, ce que ça nous montre, c'est que pour la partie nord des échantillons, c'est vraiment l'altération des carbonates qui est à l'origine de l'enrichissement en carbonate des eaux lorsqu'elles vont précipiter et s'infiltrer dans la roche.
Maintenant, reste à savoir, parmi les carbonates, on a réalisé le diagramme sulfate sur bisomobicarbonate versus carbonate sur magnésium pour essayer de savoir l'origine des roches qui entraînent un enrichissement en carbonate. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que tous nos points se situent une zone qui est un mélange entre la calcite et la dolomite, qui correspond totalement à la composition des roches dans la zone d'étude, où c'est à la fois un mix de calcite et de dolomite. Donc, sur ça, pas de surprise. Par contre, pour notre cluster 4, donc les eaux calciques et sulfates, on voit que nos points sont situés davantage attirés vers le pôle du gypse. Donc pareil, le gypse, c'est une roche évaporétique, et ce qui coïncide, qu'on retrouve principalement, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, au niveau des argiles marines de la mer de côte ouest, ce qui semble logique avec l'évaporation des reliquats de la mer de côte ouest, qu'on ait du gypse dans cette zone-là. Et donc, on a un impact de la dissolution de ces gypses au niveau des aquifères au niveau de ces zones-là. Ensuite, en termes de processus secondaires qu'on peut retrouver notamment avec les mineurs, comme je l'ai dit précédemment, on va au niveau des échantillons qui sont situés au sud de la ligne de partage des eaux, on va avoir un enrichissement en strontium, ce qui est totalement logique puisque c'est dans cette zone-là où on va avoir une altération forte des carbonates et le strontium est souvent associé aux roches carbonatées. À l'inverse, dans le sud, dans le nord, donc l'écoulement vers le nord des eaux souterraines, on va avoir beaucoup plus de présence de fluorure et de barium qui va être lié à la dissolution de fluorite et de fluoroapatite qu'on va retrouver principalement dans les dépôts marins de la mer de Gotwetz. Donc encore un impact différent entre le nord et le sud. Ensuite, on va retrouver du manganèse et le manganèse va impacter tous les échantillons. Le manganèse est un élément présent dans les roches appalachiennes et qui contamine l'ensemble des roches et des eaux souterraines dans la région. Donc, en résumé, ce qu'on va retrouver ici, c'est, toujours sur ma coupe stratigraphique, on va voir une infiltration des eaux souterraines, principalement, ça c'est l'écoulement vers le nord de la ligne de partage des eaux. Donc, on va avoir une infiltration des eaux souterraines qui vont entraîner soit une altération des carbonates, soit une altération des gypses, en fonction de ce qu'on se situe. Ces eaux, au contact de la roche et de l'infiltration, vont se minéraliser, il va y avoir un échange cationique entre le calcium et le sodium et qui vont venir s'écouler vers le Saint-Laurent. Et parfois, localement, on peut retrouver la présence d'aquifères salés, donc d'eau salée, au niveau des argiles de la mer de Gotwetz. Donc voici une coupe stratigraphique pour la région sud, donc au sud de l'écoulement de la ligne de partage des eaux. Et là, au niveau de cette zone-là, on va avoir vu qu'on a très peu de dépôts marins et donc on n'est pas dans une zone confinée, on va avoir beaucoup de zones de recharge qui vont entraîner l'altération des carbonates principalement, avec comme processus lors de l'infiltration un échange cationique entre le sodium et le calcium. Donc, en conclusion, comment est-ce que le contexte quaternaire impacte la qualité et la géochimie souterraine, c'est qu'avec la présence d'argiles marines, on va avoir un confinement des aquifères. Et ce confinement fait qu'on va retrouver des eaux beaucoup plus minéralisées sous les argiles marines de la mer de Gotwetz, avec la présence d'aquifères salés, mais aussi des aquifères qui vont être de moins bonne qualité et beaucoup plus riches en éléments mineurs comme le barium, le fluorure, le manganèse, par exemple aussi. Alors que dans la partie sud, dans les Appalaches, on va avoir une zone qui va être non confinée, avec des dépôts superficiels très faibles, mais donc on va avoir une recharge plus importante des souterraines et donc des eaux qui vont être globalement moins minéralisées et de meilleure qualité. Merci. Merci Charles-Édouard pour cette très belle présentation. Pour ceux qui nous écoutent en ligne, si vous avez des questions, vous pouvez allumer votre caméra puis lever votre main. Je vous inviterai à prendre la parole. Pour ceux qui sont avec nous dans la salle, est-ce qu'il y aurait des questions? Quand tu parles d'aquifères salés, on parle de quelle salinité? Autour de 2-3 PSU, ce n'est pas non plus énorme, mais c'est assez pour que ce soit pas potable en fait. Peut-être tu la goûtes, tu sens que c'est salé en fait. On a une question en ligne. C'est pas au niveau de la potabilité par contre, c'est vraiment au niveau de c'est esthétique. Donc, ça va goûter salé, mais ça ne empêche pas les gens de la boire. Mais il y a des
passer ça. Est-ce qu'il serait possible de répéter la question devant le micro parce qu'on n'entend pas dans la salle? La question, c'était quelle était la salinité des aquifères salins que l'on retrouve dans la zone d'étude, en fait. Donc, c'est vraiment des salinités très faibles, autour de 2-3 PSU. Et du coup, c'est pas non plus extrêmement salé, mais assez salé pour que l'eau soit vraiment désagréable au goût, en fait. Donc, on peut la boire, mais c'est pas très agréable. Au niveau de l'esthétisme de l'eau, c'est pas des eaux, enfin, c'est pas l'eau que je boirais tous les jours, quoi. Jean-Pierre Gagné avait mis sa caméra. Je ne sais pas si Jean-Pierre avait une question. Oui, j'aurais une question sur les sulfates. Dans vos études statistiques, on ne voit pas beaucoup la présence des sulfates. Ils ont été exclus du traitement statistique ou Non, ils sont inclus. Sur la RDA, ils sont inclus à la fois sur la HCA, ils sont inclus dans le diagramme de Piper et ils sont inclus aussi dans la RDA. Donc, les sulfates sont pris en compte. Et justement, c'est parce que les sulfates sont pris en compte dans la HCA qu'on a pu distinguer en fait les eaux qui sont dans nos eaux de recharge, donc les CaHCO3, on a pu distinguer en fait vraiment les eaux CaHCO3 et on a pu distinguer parmi un sous-groupe en fait qui vont être les eaux CaSO4, donc les eaux sulfatées, qui vont être un sous-groupe de ces eaux de recharge. En fait, ce sont des eaux qui ont un pH très faible, très peu de TDS, donc c'est vraiment des eaux de recharge très récentes, mais à la différence des eaux CaHCO3, sont vraiment très enrichies en sulfate. Donc les sulfates sont pris en compte dans les études statistiques. et ces sulfates, l'origine de ces sulfates-là, vous les associez à la présence du gypse. Oui, c'est ça. Vous ne l'associez pas à la minéralisation de la matière organique par des bactéries sulfato-réductrices. En fait, c'est qu'en termes de DIC et de l'état de stress de ces échantillons-là, au niveau du carbone inorganique dissous, ça ne correspond pas trop à des zones où on va avoir une très forte reminéralisation de la matière organique. Mais vous n'avez pas mesuré le DOC? Non, on n'a pas de mesure de DOC. D'accord. Merci. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Sinon, je vais prendre une question de Brigitte Robillard. Oui, donc moi je voulais savoir, parce que tu disais que au Québec, les municipalités, tout ça, prennent essentiellement leur eau dans les aquifères. Oui. Pourquoi? Est-ce que c'est juste une question, c'est plus facile, mais pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas plutôt les eaux des lacs, puisqu'il y en a tant au Québec? C'est que, par exemple, Montréal utilise l'eau du Saint-Laurent directement, et puis les municipalités n'ont pas forcément un lac à disposition proche de la ville pour alimenter l'ensemble de la population. Donc, c'est souvent les eaux souterraines qui vont être principalement utilisées. Hein? Si tu peux t'en répondre. En fait, j'avais des questions. Majoritairement, les municipalités utilisent l'eau souterraine parce que l'eau est de meilleure, on va dire de meilleure qualité, donc on n'a pas besoin de la traiter, ça demande moins de traitement. Parce qu'au niveau des eaux de surface, le risque de contamination avec les bactéries, par exemple, est vraiment élevé. Donc, il y a beaucoup plus de filtration à faire, beaucoup plus de traitement au chlore, par exemple, à faire que les eaux souterraines. À partir du moment où on a une bonne source d'eau souterraine, comme à Rimouski, par exemple, toute l'eau vient d'un aquifère sous l'argile, donc elle est confinée, elle est protégée, puis l'eau est d'excellente qualité. Et qu'à partir du moment où les municipalités arrivent à trouver cette source d'eau-là, c'est nickel. Dans les eaux de surface, ça demande beaucoup plus de travail au niveau de la protection du territoire, au niveau de la protection de l'eau, mais aussi au niveau du traitement de l'eau. D'accord, merci. Il y avait d'autres questions en ligne ou dans la salle? Astrid, j'ai une autre question. Ok, vas-y, je poserai la mienne après. D'accord. Avec le réchauffement climatique vient la hausse du niveau de la mer. Donc, au Québec, est-ce qu'il y a danger pour les aquifères près du Saint-Laurent? Alors, il se trouve que c'est une très bonne question.
sur laquelle il y a un projet qui va être mis en place par Gwenaëlle Chailloux qui s'appelle le projet Rosalis et qui va s'intéresser notamment à la question de la vulnérabilité des aquifères côtiers, donc dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, liée à la montée du niveau marin. Donc effectivement, avec le montée du niveau marin, il y a un risque de salinisation des aquifères côtiers avec une pénétration plus importante de la langue d'eau salée au niveau de la zone, de la côte. Et surtout que dans nos régions, notamment en Gaspésie, la majorité de la population vit sur la côte et pas à l'intérieur des terres. Donc effectivement, à long terme, il peut y avoir un impact sur les eaux souterraines. Puis une sous-question, c'est est-ce que ce genre de problème est inventorié dans les rapports du GIEC, abordé, disons, dans les rapports du GIEC ou pas? Pas tellement, en fait. Non. Surtout que après, ça reste des problèmes. Bonjour, c'est encore moi qui réponds aux questions. En fait, j'embarque sur le projet Osalis. Je vais être la professionnelle de recherche qui va s'en occuper. Ce n'est pas étudié encore au Québec, mais ça l'est à l'île du Prince-Édouard puis au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Il y a de plus en plus d'études qui sont faites parce qu'ils ont déjà ces problématiques-là qu'on commence, nous, à voir aussi en Gaspésie. Mais il n'y a pas de passaise encore en Gaspésie. C'est 70% de la population, je pense, qui habite à moins de 2 km de la mer, là, finalement. Ouais. Puis, ben, c'est ce à quoi on va s'intéresser dans les 2 prochaines années. Dans 2 ans, on va venir faire une présentation. D'accord. On retient. Fait que là, je suis embêtée. Brigitte a posé la question que je voulais poser. Est-ce que dans d'autres pays, mettons, je pense aux Pays-Bas, qui eux sont déjà un peu en dessous du niveau de la mer, est-ce qu'eux aussi ont ce genre de problématique-là? En fait, c'est pas mal sur toutes les zones côtières dans le monde avec le niveau de marin. En fait, il y a même aux États-Unis, en Chine aussi, ils ont beaucoup de problèmes d'infiltration d'eau salée. Et c'est souvent une problématique double. Il y a l'infiltration de la langue salée qui va être plus profonde au niveau des aquifères, mais aussi souvent, il y a toujours ce problème de reliquat d'argile marine, qui est une problématique qui est très récurrente en Chine, où ils ont vraiment beaucoup de dépôts marins. Et ils ont énormément de problèmes de contamination de leurs aquifères, justement, avec la dissolution de vieux sels dans les aquifères côtiers. Donc, il y a cette double problématique-là qui est liée avec la salination des aquifères. Puis, dans ta présentation, tu parlais aussi de l'écoulement des eaux souterraines vers le Saint-Laurent. Ouais. Est-ce que cet écoulement-là va avoir un impact aussi sur la qualité des eaux du Saint-Laurent, celles qui vont se retrouver au niveau côtier? Oui, c'est sûr, hein, parce que je pense que on ne connaît pas vraiment le débit total ou les apports d'eau souterraine totaux au Saint-Laurent, parce qu'on utilise surtout l'écoulement vraiment en eau entre les apports de rivière au long du Saint-Laurent, mais finalement, on connaît assez mal les apports et le budget total que représentaient les résurgences d'eau souterraine au Saint-Laurent. Finalement, il y a toujours une étude transversale du Saint-Laurent, mais très peu verticale finalement sur les apports sur les petites rivières dans le Saint-Laurent ou même les apports d'eau souterraine. Est-ce qu'il y a d'autres questions en stade? Non? Est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne? Je n'aurais pas une question, mais plutôt un complément d'information. Oui, vas-y, Jean-Pierre. Oui. En ce qui concerne la salinisation des eaux souterraines, il y a 3 ans, donc à Lévis, l'hôpital de Lévis qui effectuait des travaux pas des travaux de dialyse, mais qui effectuait la dialyse chez des patients a cessé d'utiliser l'eau fournie par la ville à cause d'un problème de salinisation des eaux. Et à partir de ce moment-là, à Québec, ils ont entrepris, je sais qu'ils ont entrepris une étude pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se produisait et pourquoi il y avait cette variation de salinité dans les eaux qui approvisionnaient l'hôpital de Lévis, parce qu'ils ne pouvaient plus faire la dialyse. J'ai une question, Jean-Pierre. À Lévis, ce n'est pas de l'eau du fleuve qu'ils utilisent? Québec, c'est de l'eau de surface? C'est l'eau du fleuve en général à Québec, mais Lévis, je pense que c'est la même chose, non? Les deux? Il y a un problème important de salinisation des eaux souterraines à Québec. D'une part, parce qu'ils ont utilisé
de sel de déglaçage. Et en utilisant le sel de déglaçage, ça se retrouve tout le long des autoroutes et après ça, c'est ramené, effectivement, ça percole dans les sols, mais ça se retrouve aussi dans les eaux de ruissellement et c'est apporté vers le Saint-Laurent. Donc, la source de la salinisation, il n'y a personne qui pouvait l'indiquer, mais je ne peux pas répondre précisément à ta question si l'eau qui était prélevée, qui était utilisée, c'est de l'eau souterraine ou c'est de l'eau du fleuve. Mais il y a un problème de salinisation dans l'approvisionnement des eaux de la Ville de Québec. C'est qu'actuellement, à Québec, il y a 2 sources d'eau potable. C'est le fleuve pour le Québec qui est le plus à l'ouest, la portion la plus à l'ouest de la ville. Puis sinon, c'est le lac Saint-Charles pour l'autre partie de la ville. À Lévis, je ne sais pas, mais actuellement aussi, il y a des études qui sont en cours pour mesurer la salinisation du fleuve jusqu'à la hauteur de la ville de Québec ou de Lévis. Je fais une petite dernière question. Est-ce que les épisodes de grandes tempêtes, comme il y avait eu il y a 10 ans sur Rimouski, Sainte-Luce, où il y avait eu quand même des grosses vagues, est-ce que c'est ce genre d'épisode-là qui va être, on pense, un peu plus nombreux à l'avenir, va impacter aussi Oui, clairement, le fait qu'on ait un débordement des eaux salées comme le Saint-Laurent, plus salé, au niveau peut entraîner une infiltration. Et la question, c'est de savoir, est-ce que, malgré le fait qu'on ait les argiles de la mer de Goldschwert, est-ce que finalement, les aquifères vont quand même être protégés de l'infiltration verticale du débordement des eaux souterraines ou pas? Ça, c'est une question aussi qui est à se poser. Merci. Est-ce que toujours pas de questions en salle? Oui, oui, c'est une autre question encore. Mais donc, si les eaux souterraines sont susceptibles d'être altérées par les sels de déglaçage, ça veut dire qu'elles sont susceptibles d'être altérées par plein d'autres contaminants. Là. Est-ce que on a une idée des contaminations par l'agriculture? Alors, je n'ai pas parlé de ça aujourd'hui, je n'ai pas présenté du tout, mais effectivement, dans nos données, on a aussi des données de bactéries et de données de nitrates et de nitrites dans les eaux souterraines. Et bah, effectivement, il y a une belle contamination. Ouais. Donc, en fait, c'est qu'on se rend compte que c'est que malgré le confinement de l'aquifère en général, parce qu'en fait, dans la zone d'étude, il y a toute la partie nord, en fait, en dessous de la mer, au niveau des argiles, finalement, c'est une zone agricole. Et normalement, théoriquement, les argiles marines entraîneraient un confinement des aquifères. Sauf qu'avec nos études, on se rend compte que l'aquifère n'est pas si confiné que ça et qu'il est vulnérable. Et notamment, on retrouve dans ces eaux souterraines une forte concentration en bactéries et en nitrates et nitrites. Ce sont des bactéries qui se nourrissent sur justement l'azote. C'est des coliformes fécaux. Ah, ok. Les coliformes peuvent avoir 2 sources, donc soit les installations septiques des gens qui sont défaillants, soit l'agriculture. Ça, on ne peut pas le déterminer à moins de faire des études plus poussées en isotopes d'azote qui coûtent des fortunes. Donc, il y a des choses, mais on ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas ça vient d'où. Okay. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions en ligne, Brigitte, as-tu encore d'autres questions ou... Non. Ma source est tarie. C'est bon. C'est qu'en salle, toujours pas d'autres interventions. Écoutez, je remercie encore Charles-Édouard pour sa belle présentation. Merci à tout le monde d'avoir assisté en présentiel puis en ligne à notre conférence hybride. On se retrouve le 12 octobre en ligne pour la prochaine conférence Québec-Océan. Donc, vous pourrez avoir des informations sur notre site web. Puis, très bientôt. Merci.